Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer ce que je peux appeler notre passionnante aventure sur la douleur. Donc, on a vu la douleur nociceptive, on a vu la douleur neuropathique. Bon, j'ai un petit peu fait l'impasse sur la douleur cinématérielle, la douleur psychologique ou psychogène. Ça, c'est pas sûr que vous allez l'avoir avec moi parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue. Donc je n'aimerais pas dire trop de bêtises sur ça. Bon, je ne sais pas si je vais essayer. Pour l'instant, on va voir la composante de la douleur, autrement dit, de quoi est faite la douleur. Alors, il y a quatre entités pour la composante de la douleur. Composante sensorio-discriminative, composante affective et émotionnelle, composante cognitive et composante comportementale. Bon, déjà, rien qu'avec cette slide, vous avez un très bon résumé des quatre composantes de la douleur. Donc, on va essayer de voir ces composantes de la douleur et je vais vous donner ma petite partition personnelle, c'est-à-dire pourquoi la connaissance de ces composantes-là, qu'est-ce que ça va nous donner au point de vue des applications cliniques. Alors, les applications cliniques, c'est de mon cru, c'est en quelque sorte pour vous justifier la connaissance des composantes de la douleur. Donc, la première composante, c'est la composante sensorio-discriminative. Donc, sens, ça veut dire qu'on sent, on perçoit, on a conscience de la douleur. OK? On sent la douleur. Et discriminative, voilà, discriminative, on sait où la douleur se trouve. Oui. Bon, on verra que des fois, même si on sait, ce n'est pas exactement ça, mais ce n'est pas tout. En tout cas, on sait, on a conscience d'une certaine douleur. Okay? Et on peut la décrire. C'est ça la partie discriminative. Donc, en fin de compte, la composante sensorio-discriminative, ce sont les mécanismes neurophysiologiques qui permettent le décollage de votre douleur et qui permettent de dire la qualité, qui sa douleur est qualité. C'est une douleur à type de boule, décharge électrique, torsion. OK? Grâce à la composante sensorio-discriminative, vous pouvez dire quelle est la durée de cette douleur. 1 mois, 2 mois, 2 jours. Ensuite, comment va l'évolution? Si c'est bref, si c'est continu, ça revient, ça revient. L'intensité, c'est très important. Une douleur forte, modérée, élevée. OK? Et aussi, où se trouve cette douleur, c'est-à-dire la localisation des messages nociceptifs. Bon, j'ai pris un, ça comme ça, mais ce n'est pas obligatoirement, comme on a vu, nociceptif, ça peut être aussi d'autres types de messages, comme nous avons dans la douleur neuropathique. Ainsi, c'est pas, moi ce que j'adore avec la médecine, c'est pas quelque chose de couler dans le bon. Il y a toujours des exceptions. OK? Et ainsi, la douleur discriminative, elle n'est pas forcément en rapport avec la lésion. OK? Et une même lésion peut ne pas provoquer la même douleur 2 fois chez le même individu. OK, certaines fois, vous espérez avoir la douleur, puis vous voyez qu'en fin de compte, la personne n'a pas de douleur, ou encore elle a une douleur, là, on ne pouvait pas l'espérer. OK, et nos fameuses douleurs viscérales qui vont nous donner des phénomènes de douleur projetés. Donc, là où on sent, là où la partie discriminative nous fait sentir la douleur, en fin de compte, ce n'est pas là. L'exemple qu'on sait prendre d'habitude, c'est la fameuse douleur pour l'angine de poitrine, pour le problème, vous avez un problème au niveau du cœur, et c'est au bras que vous avez la douleur. Et ensuite, il y a une petite discussion. En fin de compte, la douleur, c'est quoi? Est-ce que c'est ce que je peux dire une exagération ou bien une composante à part de la sensibilité? Ou bien est-ce que c'est un réflexe comme le réflexe de la faim, de la soif? OK? Donc, il y a une discussion, mais en règle générale, d'après ma propre expérience, s'il y a une discussion entre deux choses différentes, c'est que ce dont vous discutez, ça contient un peu des deux. Donc, l'application clinique, comme on sait où se trouve la douleur, on peut faire des anesthésies locales, on peut faire des infiltrations, on peut appliquer soit des compresses chaudes, des compresses froides,
Et là où se trouve la douleur, ça fait partie aussi du cours de sémiologie. Si vous avez mal à tel endroit, ça veut dire que c'est tel organe qui est atteint, tout et tout. Tiens, j'ai oublié de mettre un S dans clinique. Donc là, ça, c'est de mon cours, suivant ma propre expérience. La composante affectivo-émotionnelle. Je suis affecté. Autrement dit, il y a quelque chose de pénible qui arrive et cela m'atteint. OK? Donc, c'est la partie affective. Et émotionnelle, ça va provoquer chez moi un sentiment de peur, un sentiment d'anxiété. OK? Donc, c'est ça la partie émotionnelle. Donc, de par son intensité, sa durée, ses répétitions. Donc, cette composante affective ou émotionnelle, on la retrouve surtout au niveau de la douleur chronique. La douleur aiguë, on la trouve aussi. Ça prouve quand même une anxiété, mais on la retrouve beaucoup plus au niveau de la douleur chronique, de la douleur maladie. Je crois que la prochaine présentation que je vais vous donner, on va parler de la douleur chronique, parce qu'en fait, quand on a tous les substrats en fait, pour pouvoir parler de la douleur chronique, ensuite on pourra parler comme exemple de la douleur chronique de l'arthrose, que c'est le passeport de l'arthrose. OK? Donc, ça affecte l'humeur de la personne va développer la dépression ou l'anxiété. Tout comme application clinique, vous devez développer de l'empathie pour votre malade. Okay? Vous devez comprendre pourquoi le malade est dans cet état, pourquoi est-ce qu'il est déprimé. Ne croyez pas que, bon, vu la lésion, on se rappelle. Ce n'est pas tellement en rapport avec la gravité de la lésion. Vous avez l'impression que c'est pas bon. C'est pas un truc trop grave, un petit mal de dos, oui, mais quand la personne a mal continuellement au dos, la personne ne peut plus faire son travail. C'est une personne qui était chef de famille et qui devient automatiquement dépendante, ça va augmenter son anxiété. Donc, vous devez développer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de vos patients, l'empathie. La composante cognitive, alors ça, c'est la partie intellectuelle de la douleur. Composante cognitive, c'est la partie qui vous permet de réfléchir, de faire des raisonnements. OK? Donc, c'est la façon de vous présenter la douleur. Ça donne une raison pour la douleur et vis-à-vis. Donc, la façon de vous présenter la cause de la douleur et de votre attitude vis-à-vis de la douleur. Et ça, c'est la partie, comme je l'ai dit, intellectuelle. Et cette composante cognitive, OK, elle va agir sur la douleur parce que ça vous donne un sens. Et nous avons un tas d'exemples. OK, par exemple, votre capacité à vous extraire de la douleur ou pas, vous avez eu un problème grâce à la force de votre volonté, vous avez pu combattre la douleur. On a un tas comme ça. OK, les croyances, la cause. Rappelez-vous, par exemple, en Haïti, personnellement, j'ai vécu des femmes qui ne voulaient pas être anesthésiées lors de la prochaine fois parce que la Bible dit, tu enfanteras dans la douleur. Hein? Vous avez des religions qui parlent. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais compris ça. Bon, de la douleur qui purifie. Hein? Il y a certaines personnes qui meurent de la douleur, que ça nous purifie. Donc, quand vous avez cette douleur-là, vous pouvez prendre ça comme cause. Donc, c'est à cause de vos péchés, ça vous purifie. Et des fois, ça marche, la personne se fait une raison. OK, votre capacité à gérer la douleur, hein, ce qu'on adore dire aux garçons, sois un homme. Hein, hein. Oui, alors, mais non, c'est pas ça. Sois un homme. OK? Et ensuite, votre attitude, le regard des autres, est-ce qu'ils vous considèrent comme étant quelqu'un de courageux? À ce moment-là, je suis valorisé dans ma douleur. OK? Donc, cette composante cognitive, ça, vous avez votre culture, votre religion, votre histoire qui rentre en jeu. Okay? Et pour illustrer ça, vous avez un professeur, le professeur, je crois que c'est ça, Pécher, qui a remarqué que pour des lésions apparemment identiques chez les militaires et chez les civils, il n'y avait pas la même chose. Les militaires demandaient moins d'analgésique parce que cette blessure faisait qu'ils n'étaient plus au champ de bataille. Hein? Le champ de bataille, c'est là où vous risquez votre vie. Vous êtes blessé, vous n'êtes plus au champ de bataille. Okay. Et en fait, c'est grâce à cette blessure-là qu'ils sont en vie, qu'ils vont rester en vie. Donc, demande-moi ça, qu'ils vont moins sentir cette douleur. En plus, ils ont été blessés au service de la patrie. C'est une blessure valorisante. Tandis que les civils eux-mêmes, cette douleur-là, il n'y a rien de valorisant. Et le plus souvent, ça va leur faire perdre leur travail. Ils vont rentrer dans l'anxiété, ils vont déprimer parce que justement, à cause de cette blessure,
ils ont perdu leur capacité de faire certaines choses. Comme on a vu, ça peut provoquer des pertes d'emploi, des pertes financières, des insertions sociales. Ok, la personne qui devient clochard à cause justement d'une blessure qu'il a eue. Application technique, c'est là qu'on voit l'importance de la thérapie par la parole. Okay. Et il y a des fois, on peut utiliser aussi des méthodes adjuvantes aussi comme telles que l'hypnose. Donc, à ce moment-là, ça va faire appel à la capacité cognitive. Ensuite, la composante comportementale. Donc, c'est comment est-ce que le patient va exprimer sa douleur. Et il a deux façons d'exprimer sa douleur. Il va exprimer sa douleur par des paroles. OK, ça c'est dans la partie moyenne de la vie, mais aux extrémités de la vie. OK, c'est-à-dire parmi les enfants et parmi les vieillards. On va perdre justement cette attitude, cette capacité d'exprimer la douleur par des paroles. Et à ce moment-là, on va avoir un comportement. OK? Bon, des fois, le comportement est évident, ce qu'on appelle un comportement antalgique. Mais la personne, si elle ne peut pas parler, elle va se plaindre. Ça fait entendre ces patients qui ne font que se plaindre. OK? Il ne peut plus exprimer sa douleur par des paroles. Il faut mieux exprimer un cri au lieu de dire que ça me fait mal. Et en plus, vous avez des attitudes de protection ou d'évitement. Les enfants qui ont très, très, très mal, ils ne réagissent pas. OK? Vous avez l'impression que ce qu'on appelle la sidération. L'enfant ou bien l'adulte qui a une trop forte douleur, il se déconnecte de la réalité. Vous voyez quelqu'un qui est calme. C'est une sidération. Maintenant, si vous avez une personne âgée qui a mal à un endroit, et puis vous-même, vous venez toucher l'endroit, si la personne ne veut pas s'exprimer, eh bien, soit elle va essayer d'extraire la partie à votre main, ou bien elle va vous taper carrément. Et à ce moment-là, on va croire que ouais, le malade, il ne coopère. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que la personne ne peut pas s'exprimer par la parole et qu'elle va avoir une attitude de protection ou d'évitement. Et face à la composante comportementale, vous avez l'attitude de l'entourage. Ça peut être une attitude qui encourage la personne et ainsi l'aide grâce à la partie cognitive. Vous voyez, il y a 4 composantes, mais elles sont imbriquées les unes dans les autres. OK? L'entourage peut aider justement à, à combattre cette douleur et il peut avoir aussi l'effet contraire parce que si la partie comportementale va provoquer des colibets, des moqueries de l'entourage, à ce moment-là, ça va aggraver parce que le patient va avoir un sentiment de rejet et ça va lui permettre de se focaliser un petit peu plus sur la douleur et ça va la renforcer. Application clinique, justement, c'est ce que va nous révéler l'interrogatoire où le malade va pouvoir décrire sa douleur, les positions antalgiques que nous allons voir à l'inspection. Bon, en fait, je vais tout mettre les deux en même temps. OK? Donc, à l'inspection, et ça doit vous permettre à vous-même, professionnels, d'avoir une attitude professionnelle. Si par exemple, vous êtes devant une plaie, il ne faut pas faire une grimace. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'appelle la zen attitude. Je ne sais pas si c'est le bon orthographe. Bon, vous me direz ça, si c'est le bon orthographe, et je corrigerai en temps et lieu. Donc, la zen attitude, vous devez être zen, calme, posé, OK? Vous développez votre empathie, vous êtes avec votre patient, OK? Je ne vous demande pas d'aller faire des ambassades, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que vous avez une attitude professionnelle, et cette attitude professionnelle, OK, justement, aide le patient parce qu'il faut que cette personne-là va l'aider. OK? Donc, c'est tout. Et je vous dis donc au revoir et on se verra pour une prochaine vidéo. Naturellement, si j'arrive à trouver. Ah, voilà. C'est là que je vais arrêter. Bye bye.